Good morning, good afternoon, welcome everyone. Bonjour, bon après-midi, bienvenue à vous tous et toutes. Thank you everyone for joining. Elle dit bienvenue dans toutes les langues et merci à tout le monde pour venir participer à ce panel écocide de l'Amazonie à la haie, réunir les voix pour aller vers un objectif commun, projet de l'Amazonie et CG légal comme Amazonie et pas de paix sans justice. Donc, merci de participer à cette très belle conversation sur l'écocide. Nous avons un panel vraiment extraordinaire qui est avec nous, mais avant de vous présenter donc les intervenants, et je voudrais vous dire quelques mots sur comment cet événement va se passer. Alors, je demanderai à tout le monde de cliquer, de bien vouloir cliquer sur l'icône interpretation que vous avez en bas de votre écran Zoom, en bas à droite. Donc vous avez l'icône avec le petit globe, vous allez cliquer et vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse. Le portugais, l'espagnol, l'italien, le français ou l'anglais. Donc Camille, excuse-moi si j'ai oublié d'annoncer toutes les langues, mais ce sont là les langues que nous avons aujourd'hui. Alors, cet événement se réalise dans le cadre des États partis au statut de Rome, l'AOP, et ça fait partie d'un projet de paix sans justice qui s'appelle Amazonie au-delà des crises, car on veut se battre contre les violations des droits de l'homme, des droits humains, et nous voulons protéger notre environnement de toute destruction économique et non économique. Aujourd'hui, on a pour but d'apporter une contribution au débat en cours sur l'écocide et construire la volonté politique pour criminaliser l'écocide au niveau national, mais aussi international. Nous souhaitons inviter tous les leaders globaux, mondiaux, planétaires à s'engager pour faire partie de ce parcours pour des protections plus contraignantes, surtout dans le cadre et par le biais de la justice pénale. Nous voulons enrichir donc le débat qui est en cours et nous voulons donc apporter de nouvelles perspectives, de nouveaux témoignages, de nouvelles capacités, de nouvelles expériences en ce qui concerne la destruction de l'environnement et nous souhaitons reconnaître toutes celles et ceux qui se sont consacrés à l'analyse, à l'étude dans le cadre académique, politique, mais aussi dans les différents cadres sociaux. Nous attendons une analyse plus profonde pour comprendre les intersections entre la criminalité, la criminalisation de l'écocide, mais aussi la protection des droits des populations autochtones. L'interprétation est disponible anglais, français, portugais, espagnol, italien. Nous avons un panel d'intervenants extraordinaires, mais nous avons aussi des interventions fort enrichissantes venant des quatre coins de la planète. Cela dit, eh bien, je dirais que fera suite à cela toute une série d'interventions de Teresa Vicente de l'Espagne, de Joseph Itongwa de la République démocratique du Congo. Ensuite, Paulo Barreto prendre la parole. Il est chercheur de l'Amazon Institute pour l'environnement. Il est porte-parole de la campagne, c'est-à-dire être légal avec l'Amazonie. Ensuite, il y aura le secrétaire général des conférences des églises du Pacifique. Ensuite, Olivia Becou de l'Université de Nottingham. Ensuite, nous aurons un membre du Parlement européen, Marie Toussaint, un membre du Parlement belge, Catherine Jardin. Ensuite, il y aura un deuxième tour de vidéo, encore des témoignages de Joseph et Thelma qui vont répondre aux questions. Ensuite, il y aura la conclusion tirée par Sonia Guadalajara. Donc, nous avons un panel très riche, très enrichissant. Donc, nous vous encourageons à écrire vos questions dans le fil de
discussion, questions-réponses. Nous avons aussi le fil de discussion, mais je vous demanderai d'indiquer vos questions en bas de votre écran sous questions-réponses. Donc, appuyez sur questions-réponses. Je vais dire sur la bio des intervenants sans plus tarder. Donc, je voudrais vous présenter donc ce panel d'intervenants. Je tiens à remercier les participants, les intervenants et tous qui sont connectés des 4 coins de la planète. On ne veut pas lancer cet événement aujourd'hui sans la contribution à Coralie Giddens. Donc, les conversations que nous avons eues avec elle par le passé ont sans aucun doute lancé l'initiative Écocide. Et donc, nous sommes très reconnaissants. Donc, nous continuons avec sa passion et nous poursuivons donc notre travail. Higgins a été cofondatrice de la fondation Écocide. Elle a été aussi partisane de l'environnement. Elle nous a laissé bon nombre d'enseignements sur ses traces et derrière elle, nous allons nous enrichir avec ces enseignements et on est très content de travailler aussi dans le cadre d'une autre campagne organisée pour l'Amazonie et dans notre projet Amazonie pour collaborer avec des partenaires locaux dans le monde entier, mais aussi en Amazonie elle-même pour faire conscientiser les gens et surtout réduire ces accidents, c'est-à-dire les déforestations, les incendies. Nous on s'était encouragés à poursuivre notre conversation car nous voulons tout d'abord conscientiser les gens, les hommes politiques, mais aussi avoir une grande variété de participants dans le cadre de notre conversation. Nous espérons pouvoir faire entendre la voix de ceux qui souffrent des changements climatiques, de la destruction de l'environnement. Nous voulons mettre tout ça au cœur de nos conversations. Donc, c'est le but que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire nous voulons continuer de poursuivre notre analyse, notre étude sur les crimes de l'écocide. Ces derniers mois, nous avons travaillé à un document en matière d'écocide pour analyser, étudier l'état des affaires, quelle est la situation en matière d'écocide, mais aussi le chemin à parcourir à l'avenir. Donc, il s'agit de quelque chose qui va nous occuper pendant les prochains mois. Et nous voulons aussi que l'écocide soit reconnu comme un crime au niveau national, mais aussi international. Il y a eu bon nombre de développements importants au niveau national et international. Et donc, je voudrais vous inviter à participer à la conversation sur les directions juridiques légales à suivre pour faire en sorte que l'écocide soit considéré comme un crime. Et donc, en ayant cela bien présent à l'esprit, je demanderai maintenant à notre équipe, à notre staff, de PS en justice, de faire partir la première vidéo. Thelma, Teresa et Joseph, et on va ensuite suivre en passant la parole à Paolo Barreto. Merci. Donc on attend encore quelques instants, le temps que Camilla s'organise pour faire passer la vidéo. Alors, vous nous donnez le feu vert lorsque toutes les interventions sont prêtes. Merci.
while we wait, we have En attendant, nous avons reçu un message dans le fil de discussion, donc disant je voudrais vous honorer, non seulement vous, mais aussi mes ancêtres. Nous avons quelques problèmes techniques, donc on pourrait passer la parole à Paolo Barreto, si ça va pour vous. Après quoi, on va lancer la vidéo. Donc je voudrais présenter Paolo Barreto, qui va parler des forces stimulant la déforestation, mais aussi la conservation en Amazonie, dont des recherches sur les arbres qui sont abattus, sur la politique forestière et la politique de la terre. Il a publié plus d'une centaine d'études, y compris des rapports techniques, des livres, des chapitres de livres, des opinions politiques. Et depuis le mois de décembre cette année, ces publications ont été mentionnées 6000 fois selon Google. Donc ces données, ces résultats ont été mentionnés à maintes reprises par les médias nationaux et internationaux. Il a fait des études de management aussi dans le cadre de la société civile, dans le cadre privé. Il a coproduit le documentaire sur l'expansion du bétail en Amazonie. Il est professeur, chercheur, associé, ingénieur. Il vient de l'université et surtout, il est professeur à Yale University aux USA. Donc, à ce point, je te passerai la parole, à toi la parole, Paolo, et merci d'être avec nous. Merci de la chance qui m'est donnée. Mon écran, j'ai présenté donc des est-ce que vous pouvez faire passer les transparents? Yes. C'est dans la violence
Rémi qui paradoxalement soit dans ce je tenais à partager avec Muito obrigada, Paulo. Thank you so much. régler ces problèmes techniques. Merci de votre patience. Merci à Paolo de cette intervention. Cela doit faire comprendre certaines des difficultés qui existent lorsqu'il s'agit d'arriver à une responsabilisation, une volonté politique lorsqu'il s'agit de faire face à ces questions parfois complexes. Et maintenant, je voudrais remercier Olympia, le micro Olympia. Alors, je vais présenter Madame Olympia Beckou, professeure de droit international public, directrice de l'école du droit de l'Université de Nottingham, spécialisée en droit pénal international. Complex situations such as Colombia, the DRC, Nigeria, Sierra Leone, and Uganda. Elle a travaillé en Colombie, En qui concerne donc toutes ces activités, elle est directrice, directeur, membre du comité de conseil sur la recherche en politique. Elle est rédactrice également d'une revue et membre de l'Executive Board, responsable de la réalisation de la base de données juridique, de tous les instruments juridiques qui permettent donc l'assistance à la base de données du point de vue juridique. Et nous avons tous pu bénéficier de ces recherches ainsi que mes étudiants. Merci. Merci Michel. Merci à vous tous. C'est vraiment un très grand plaisir que d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir me connecter à ce panel sur l'écocide pour la 20e session de la réunion de l'Assemblée des États parties du projet. Donc, les dégâts dans le domaine de l'environnement ont créé une urgence écologique à laquelle nous devons faire face continuellement. Alors, nos maisons sont incendiées. Cela certainement implique toute une série de problèmes au niveau pétrolier, les changements climatiques. Et cela nous amène vers une situation vraiment extrêmement difficile. Et le moment est donc venu de prendre en considération la responsabilité que tous ces dégâts environnementaux ont créé. Donc, il faut affronter l'écocide au niveau national et au niveau international. La justice pénale internationale devrait être en mesure de s'adapter aux défis contemporains en incorporant le crime d'écocide dans ses statuts. C'est là une des manières de signaler le fait que cela fait partie des crimes internationaux et donc qu'il s'agit d'un crime extrêmement sérieux qui menace la communauté internationale. Si le statut de Rome devait être amendé, cela constituerait une responsabilité individuelle au niveau de ce crime. Aujourd'hui, donc, dans ma présentation, je veux me concentrer sur le débat en cours. Donc, les opportunités, les défis qui peuvent être représentés, mais également les points forts et les points faibles de la mission qui a été à bout par les experts indépendants concernant donc la définition d'écocide, qui est justement celle qui a été citée au mois de juin 2021. Je vous donne le contexte. Alors, au mois d'octobre 2021, le Conseil sur les droits humains a mis le veto, ou plutôt, je m'interprète cette excuse, a voté pour la reconnaissance du droit à un environnement sûr, propre, car c'est l'environnement donc humain, et il était rapporteur spécial donc pour ce qui est de l'impact de la crise climatique sur nos droits. À Glasgow, nous avons vu que de nouveaux engagements ont été pris. Toutefois, cette semaine, nous avons vu un veto de la part de la
aussi. Avant même tout ceci a concerné une résolution qui intégrait la sécurité, le risque en ce qui concerne les stratégies de prévention. Tout ceci a donné lieu au fait que la résolution a été rejetée. Le crime d'écocide en tant que tel, comme nous l'avons vu, est présent dans toute une série d'outils juridiques, les codes criminels de toute une série de pays. Mais en ce qui concerne la responsabilité pénale et la destruction de masse au niveau de l'environnement, ceci se limite, est limité et même absent de nos règlements nationaux et de notre système de loi. Au niveau national, là aussi, nous n'avons pas de contexte particulièrement solide qui nous permette d'affronter ces crimes. Nous n'avons pas de cadre juridique dans le cadre du droit international qui puisse installer la justice pour le crime d'écocide. Au niveau du statut de Rome, nous voyons qu'il n'y a pas un crime isolé, identifié en tant que en ce qui concerne le statut de Rome et les dégâts faits à l'environnement, nous voyons là un article 8, B4, qui vise l'attaque intentionnelle en sachant que cette attaque peut provoquer des dégâts ou des dommages aux civils ou à des objets ou des dégâts très graves à l'environnement circonstant. Ce qui paraît excessif par rapport donc aux avantages militaires qui peuvent suivre. Je ne vais rien citer autour de cette mesure, mais ce que je veux dire est que même si l'article en question du statut interdit donc les attaques portées à l'environnement en tant que crime de guerre, cet article présente des limites. En premier lieu, un dégât de long terme donc sur l'environnement. Un seuil est établi par rapport aux dégâts qui sont excessifs par rapport aux avantages militaires cités précédemment. Ceci introduit une notion donc de proportionnalité à partir du moment où l'attaque est lancée, ce qui rend difficile prouver en quelle mesure le dégât provoqué est excessif, car c'est très subjectif comme notion. La condition requise donc de l'accusation renouvelée pourrait provoquer donc de dégâts graves et capillaires à partir du moment où un terme de référence est nécessaire pour prouver donc cette nocivité. Il n'y a pas eu de procès d'ailleurs jusqu'à maintenant. Les mesures ne peuvent être appliquées que aux dégâts provoqués par des conflits armés. Et il faut bien sûr aussi considérer la destruction environnementale en période de paix. Où en sommes-nous aujourd'hui? En utilisant ce type d'outils juridiques, en poursuivant donc la destruction due à un crime de l'environnement, comme les génocides, les agressions, les crimes contre l'humanité, sont anthropocentriques, car ils se concentrent donc sur l'être humain et non pas sur l'environnement. Nous avons donc besoin d'une attaque systématique avant que cela ne soit considéré comme une attaque directe contre la population civile, ou bien nous avons besoin de retrouver une intention génocide, détruire un groupe ou une population en tant que telle, que nous appelons génocide, ou bien l'utilisation de forces armées contre une souveraineté ou l'indépendance politique d'un État déterminé suite à un crime de guerre. Voilà donc que ces crimes n'ont pas été conçus pour protéger l'environnement, mais il est possible que le génocide soit commis en attaquant la population civile, en attaquant l'environnement, en provoquant donc une destruction de masse, sans compter donc la destruction environnementale en tant que telle. Mais pour considérer les mesures donc prévues à l'article 8 B4, et les conflits non internationaux ou bien les périodes de paix, cela ne veut pas dire éliminer, bien sûr, les limites que j'ai pu citer. Nous voulons garantir la responsabilité pour ce qui est des crimes les plus graves liés à l'environnement, et pour ceci, donc, le crime commis vis-à-vis de l'environnement doit être considéré en lui-même, et en considérant l'écart qui existe actuellement
au niveau des responsabilités. Donc, qu'il s'agisse d'amender le statut de Rome ou pas, voilà, je pense que ce serait très opportun. La prise de responsabilité et des actions, des omissions implique certainement des processus et des procédés. Donc, il faut reconnaître la destruction de l'environnement comme un crime international. Voilà ce qui pourrait donc donner lieu à un processus de justice pour ouvrir la possibilité d'une réparation des destructions et donc avoir une force dissuasive par rapport à la possibilité que d'autres activités criminelles se produisent. Donc voilà, inclure l'écocide dans le statut pourrait nous aider pour la mise en œuvre de la législation au niveau national et pourrait également nous amener donc vers les poursuites pénales conformément à la législation en vigueur, ce qui permet donc à un État de poursuivre les individus, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le territoire dans lequel le crime se déroule. Amender le statut de Rome pour introduire le crime d'écocide requiert une longue négociation. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons besoin des 2/3, une majorité des 2/3 pour faire passer l'amendement. Si l'amendement passe, il faut qu'il soit ratifié pour qu'il puisse être mis en œuvre et devenir efficace. Mais probablement les États responsables ne pas donc de voter pour cet amendement. Et 3 parmi les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple, des plus grandes corporations sont en Chine, Inde, États-Unis, qui ne font pas partie des pays membres du statut de Rome. Donc, pour qu'un État qui n'est pas membre puisse être amené devant la Cour internationale de justice, 2 choses sont nécessaires. Ou bien qu'il se présente de manière volontaire devant la Cour, selon l'article 12 du statut, ou bien ils doivent être amenés devant la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, selon la Charte des Nations Unies, qui est soumise par contre-pouvoir de veto. Alors, puisque la juridiction de la Cour pénale internationale n'est pas active dans ce sens, le tribunal ne pourrait poursuivre que les actes commis après que ce nouveau crime entre en vigueur en tant que tel. Bien sûr, la Cour pénale internationale a une juridiction sur les individus et non les sociétés qui pourraient être estimées comme responsables. La responsabilité criminelle de l'entreprise serait donc exclue du fait d'avoir commis un crime de la manière dont les choses fonctionnent actuellement. Et maintenant, passons à la définition de cette situation, donc, qui nous amène tout droit vers le cœur du débat sur l'écocide. En juin 2021, un panel expert indépendant pour la définition légale de l'écocide a proposé une définition d'écocide comme 5e crime international. Donc, le proposer en tant que crime, cela signifie ne pas le limiter aux attaques militaires, mais que toutes les activités illégales volontaires doivent être couvertes. Or, ceci doit être défini par le biais donc d'un test conjonctif et disjonctif qui requiert donc le fait de mesurer donc l'étendue de la destruction et la durée de la destruction à l'environnement. Cette définition inclut également une probabilité, c'est-à-dire que le dégât au niveau de l'environnement doit avoir été commis volontairement. Cette définition n'inclut pas donc une liste d'actions punissables et donc c'est quelque chose qui reste ouvert par rapport à n'importe quel type de conduite, ce qui donne lieu à une série de problématiques qu'il faut bien considérer. En premier lieu, les actions doivent être illégales en premier lieu, interdites donc conformément à la loi nationale ou internationale, ou bien commis en ignorant la destruction excessive par rapport aux bénéfices économiques et sociaux, selon la définition du panel d'experts. Toutefois, la distinction entre actions légales et illégales paraît problématique, et ceci non seulement
parce que donc une destruction de grande étendue, de longue durée, évidemment, ne peut aller au-delà donc d'un avantage économique et social. Cette définition reste anthropocentrique et n'est pas encore suffisamment écocentrique. Tout acte grave répandu terme environnemental, voulu ou non, doit devenir un crime sans qu'on à demander donc l'équilibre, l'évaluation entre le crime et le bénéfice pour l'homme. Et ceci doit être vrai même pour ce qui est de la possibilité de punir ceux qui violent la loi. La charge de la preuve concerne donc le dégât environnemental anticipé, doit inclure toute une série d'évaluations économiques et sociales, mais cela incombe au juge. Il doit y avoir ensuite la prise de conscience du fait que l'acte va provoquer donc un dégât grave et à long terme. Or, le terme connaissance dans ce contexte est différent par rapport à ce que l'article 13 du statut de Rome prévoit, c'est-à-dire le fait de savoir qu'il va y avoir des conséquences au fil des événements. Ceci établit un standard bien plus élevé par rapport à la possibilité substantielle d'une action volontaire. Et donc, ce terme, le terme de reconnaissance ou prise de conscience, ou le fait d'être conscient, ça peut confondre. Or, le travail du panel d'experts indépendants par rapport à la définition proposée contribue certainement à faire en sorte que la vraie cause puisse ressortir, venir à la surface en concentrant notre attention donc sur le développement d'un agenda international pour la protection de la planète et la protection de l'environnement. Tout ceci est en première ligne pour nous tous. C'est quelque chose qui est très présent à notre esprit, quelque chose qui nous concerne. Et donc, il faut considérer cette destruction, même pour l'avenir. Je voudrais solliciter tout le monde à rester très engagé dans ce débat, en sachant que la proposition pourrait requérir d'autres amendements, d'autres au fur et à mesure que l'on continue avec le procédé prévu par la Cour internationale. En ce qui concerne les amendements au statut, étant donné le rôle des entreprises, donc la responsabilité criminelle doit être débattue auprès de la Cour pénale internationale et doit certainement constituer donc un sujet à enrichir. Nous savons que ceci ne veut pas dire que l'attaque environnementale ne doit pas être prise en considération en permettant ainsi la continuation de l'écocide. Cela ne nous amènera pas à exclure d'autres forats juridiques et donc voilà ma suggestion. Il s'agit de renforcer le régime juridique et environnemental. Il faut améliorer l'approche émergente des droits humains et encourager la criminalisation destruction environnementale au niveau international. Tout ceci fait partie d'une lutte commune pour protéger l'environnement, non seulement pour cette génération, mais aussi à l'avenir. Je vous remercie énormément pour tous les points extrêmement intéressants que vous avez soulevés dans votre présentation. Et proposant également quelques analyses sur les éléments qui ont été mis en évidence par le panel des experts indépendants sur l'écocide. Certains de ces éléments nécessitent d'éclaircissement et d'approfondissement. Certains des défis lorsqu'on parle d'écocide en tant que crime à inclure au statut de Rome, eh bien, nous amène à réfléchir sur les complexités du statut dont vous avez parlé et dont vous connaissez très bien les négociations très longues qui sont nécessaires. Donc, on a besoin de l'accord des 2/3, d'une majorité des 2/3, mais il y a bon nombre d'opportunités qui nous attendent, des recommandations qui sont avancées, tout cela pour comprendre quelles sont les possibilités que dans le cadre du droit
internationale humanitaire et dans le cadre des différentes législations nationales se pose. Alors, on va en parler aussi dans les conclusions. Donc, merci de votre excellente présentation. Maintenant, on voudrait poursuivre et donc on a prévu une autre intervention. Donc, on va passer d'un continent à l'autre, car on va comprendre pourquoi cette question est très importante pour nous et pour ces communautés. Donc, on va passer la parole à Thelma Torepang, au révérend Joseph et aussi Joseph de la République démocratique du Congo. Donc, merci de vos contributions. Could you tell us about your community and the place? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta communauté et de l'endroit où tu vis? Bonjour, je m'appelle Thelma, du peuple Torepang. Je suis coordinatrice générale de l'Union des femmes autochtones de l'Amazonie brésilienne. Je m'appelle Teresa Bissaente, professeure de philosophie du droit et directrice de la chaire des droits humains et des droits de la nature de l'université de la région de Murcie et je suis partie du groupe qui promeut l'initiative législative populaire pour reconnaître les droits propres à la lagune et au bassin de mer Ménor. Nous travaillons pour reconnaître les droits propres à la lagune salée. Je m'appelle Joseph Kitongwa. Je suis de la communauté autochtone Bambouti. Je parle à partir de la République démocratique du Congo. Do you think your Pensez-vous que votre milieu naturel est menacé? Oui, nos territoires sont menacés à cause du capitalisme sans frein, de l'extraction minière, de la recherche de profit des êtres humains qui tentent par tout moyen possible de détruire notre environnement. Oui, il est menacé. Surtout la lagune de la Mar Ménor qui a subi des atteintes écologiques ces 40 dernières années. On a commencé par l'extraction minière sans frein, ensuite un développement urbain sans frein, ensuite l'agriculture intensive qui a donné le coup de grâce, le coup fatal à la survie de la lagune. L'environnement naturel est menacé par des pressions qui sont sur la nature, pressions qui sont sur les ressources naturelles, la déforestation, mais aussi le manque de sécurisation de la terre où se trouve la nature. what does nature mean to you and your community? Quelle est la signification de nature pour toi et ta communauté? Quelle est votre relation aux écosystèmes dans lesquels vous vivez? Notre relation à la nature vient de nos ancêtres, qui vit en nous et qui prend soin, qui a toujours pris soin non seulement de l'écosystème, mais aussi de notre mère terre qui nous protège, qui nous donne de l'eau, qui nous donne la lumière, qui nous donne la vie. Eh bien, cela veut dire la base de la vie. Sans nature, nous ne pouvons pas vivre. Ma relation à la nature et à l'environnement est une relation d'harmonie. Les relations sont de plusieurs domaines. Les relations de subsistance, les relations culturelles et les relations aussi identitaires. Donc,
la nature, les écosystèmes constituent pour nous les moyens de subsistance. Et nous considérons la nature sur plusieurs fonctions qui sont au-delà de ce que les autres considèrent la nature, parce que la nature est aussi a beaucoup de fonctions écologiques, économiques, mais nous allons plus sur les fonctions culturelles et identitaires. Thank you very much, and thank you everyone for your patience with this. Merci beaucoup. Panelist is the Reverend Notre James intervenant est le révérend James Bowen, participating qui va participer via vidéo, car il est au Fidji et il est presque 2 heures du matin. Le révérend a voulu participer quand même en présentiel, il aurait voulu participer, mais sa connexion ne lui permet pas de faire cela. Le révérend est secrétaire général de la Conférence pacifique des Églises, un rôle qu'il revêt depuis 2018. Il est diplômé en théologie et il est ministre de l'Église méthodiste au Fidji et a le rôle de secrétaire pour la communication. Et dans la période 2013-2017, il a revêtu cette fonction. Donc, il veut vraiment montrer la détermination du Pacifique. Donc, avec le Conseil œcuménique des Églises, il échange ses communications sur la base de l'urgence climatique. Il a participé à la COP 26 et il veut appeler à l'action pour et essayer de régler les problèmes des États pacifiques. Donc, on va faire passer sa vidéo qui a été enregistrée hier au Fidji. Merci Stefano de faire passer sa vidéo. Alors, je vous salue du Pacifique. Merci de la chance qui m'est donnée pour vous présenter la perspective du Pacifique sur le contexte du besoin d'une loi contre l'écocide, surtout à partir du contexte d'une partie du monde, d'une région du monde qui est vue comme la dernière frontière pour l'industrie de l'extraction minière. Alors, je voudrais dire qu'il y a une spiritualité profonde qui caractérise donc l'expérience vécue de nos communautés du Pacifique, communautés de la diaspora, communautés autochtones. Maintenant, l'environnement est vraiment au cœur de nos vies. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre spiritualité. Les communautés indigènes du Pacifique et la spiritualité indigène et la perspective écologique venant de la théologie catholique place la famille humaine au sein de l'écosystème et non pas au-dessus de l'écosystème. Nous faisons partie de la création. Nous ne sommes pas séparés de la création et donc c'est un bon début pour notre engagement. Et c'est la raison pour laquelle il est très important pour nous de comprendre le concept et le besoin d'une loi sur l'écocide. La réalité étant qu'il y a quelque chose de mauvais dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a cette crise écologique, environnementale qui vraiment est au cœur de la crise climatique et qui a modifié la vie. Il y a la destruction des environnements et nous avons des populations qui ne sont pas en bonne santé à cause de cela. Donc au cœur de cette crise, il y a de vision et on ne comprend pas très bien l'interdépendance de nos vies. Nous voulons assurer donc la survie de nos îles du Pacifique pour des siècles et des siècles. Qu'est-ce que nous avons commencé à faire dans nos communautés
spécifique du point de vue théologique, pastoral, académique et au travers de la philosophie autochtone. C'est un processus de recoudre, donc éliminer les fils toxiques qui, de plusieurs manières, sont développés ou on finit par promouvoir donc des pratiques non durables de développement, d'extraction minière, donc un modèle de développement qui n'est plus durable. Et on veut mettre vraiment la santé, le bien-être de l'environnement au cœur de notre tissu écologique. Cela veut dire reconnaître la santé, le bien-être de nos communautés qui ne peuvent pas être déconnectées, mais qui sont interconnectées avec donc le bien-être environnemental de nos communautés. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut comprendre que pour aborder la crise écologique, il faut donc s'inspirer de la philosophie. Et pour nous, dans le Pacifique, il s'agit de reconnaître les connaissances, le savoir, la philosophie de nos populations autochtones. Nous sommes une région avec beaucoup de catholiques. Il faut quand même comprendre le contexte local et les spiritualités qui existent au niveau local et qui affermissent l'importance de l'environnement, de la création et donc notre rôle est d'être gardien ou intendant de la création de l'environnement. Ce que nous devons faire donc, c'est de reconnaître qu'il y a ce besoin de systèmes alternatifs, de paradigmes alternatifs au lieu du capitalisme axé sur l'individualisme, sur la propriété privée, et donc aller vers un modèle écologique de développement et donc mettre le bien-être de l'environnement au centre de ce tissu écologique. Or, la réalité étant que pour nous, au Pacifique et au nombre de populations autochtones, cela n'est pas une alternative, mais ça veut dire revenir au paradigme des origines où culturellement l'écocide était reconnu lorsqu'on abattait un arbre. Alors il fallait reconnaître ce qu'on faisait à l'environnement et donc il fallait planter deux arbres, l'une pour remplacer l'autre pour compensation. Si on fait la chasse, si on prend des poissons, il faut toujours remercier de la vie de ces animaux, de ces êtres qui vous permettent de vivre à vous, à vos communautés. Voilà pourquoi nous célébrons les festivals des récoltes. Alors, il s'agit de reconnaître et de remercier donc l'environnement, la terre, la mer, les océans qui sont la forme tangible de la grâce ou de la présence de Dieu pour les populations autochtones. Et donc, il y a une interconnexion entre la maison écologique. Alors, ça vient du mot oikos. Oikos, ça veut dire la terre de Dieu est notre maison. Et je dis toujours cela. Nous avons oikos et nomos, c'est-à-dire comment gérer la maison au travers de l'économie. Oikos logos, c'est-à-dire l'étude de la maison, ça se fait au travers de l'écologie. Et oikos nomos, nous sommes les habitants de la terre. Donc, ce sont des fils que nous voulons coudre ensemble pour reconnaître que nous faisons partie intégrante de notre maison commune. Et donc, le crime contre l'humanité et contre l'écologie, parfois, l'écologie doit l'emporter sur tout le reste. C'est important que nous, qui habitons les îles, les montagnes les plus éloignées, nous devons établir les valeurs de notre écologie, car l'économie du 21e siècle va dépendre de comment on saura répondre à la crise écologique dans notre région. Donc, nous regardons au
au bien-être de notre environnement comme indicateur du véritable développement. Donc, c'est un aspect de toute première importance pour nous, c'est-à-dire nous devons mettre le bien-être de notre environnement comme priorité, comme point de départ pour le développement. Donc, la disponibilité de terre, de cieux, donc l'intégrité de l'écologie doit être mise au cœur. Il faut reconnaître que cela est la base pour la subsistance. Il faut reconnaître qu'il y a donc de la nourriture pour tout le monde, mais cette nourriture fait partie intégrante de l'écosystème. Et comment peut-on passer à la protection de l'environnement au lieu de l'exploiter? C'est ça qui est important. Donc, j'ai fait cet exemple dans ce contexte de la spiritualité, de la philosophie autochtone et comment pratiquer notre spiritualité pour affirmer la valeur de l'interconnexion des valeurs de la vie. Malheureusement, dans le modèle capitaliste et néolibéral de développement, ne trouve pas de place, car on veut toujours la croissance économique, le consumérisme et la marchandisation superficielle des communautés. Donc, tout se base sur l'importance du profit, des marques. Tout cela se fait aux dépenses de l'environnement. Donc, les communautés autochtones donc, les communautés pacifiques lancent un appel. Elles veulent vraiment que l'écocide soit reconnu comme crime. Donc, merci d'avoir partagé cela, de m'avoir invité. Et j'ai voulu montrer comment les églises et les sociétés pacifiques peuvent travailler ensemble pour aborder la question, le problème de la dégradation de notre écosystème, des terres, des eaux avec lesquelles nous sommes installés. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël, très bonne fête de Noël. Merci. Merci de votre attention. Merci. Merci de votre attention sur ces points très importants. Donc, on va tenir compte de tous les commentaires et de toutes les questions qu'on va recevoir dans le fil de discussion, mais vraiment, il a été très clair sur comment il faut mettre vraiment la planète au cœur, et il a souligné l'interdépendance, et donc il faut adresser ces questions, aborder ces questions aussi du point de vue juridique. Alors, il faut connaître les connaissances, les savoirs des communautés autochtones et les rôles des communautés qui sont gardiennes de l'environnement. Lorsqu'il a parlé de systèmes alternatifs, eh bien, il a souligné un point très important, c'est-à-dire il faut s'assurer de passer d'un cadre du modèle actuel d'économie à un système alternatif, mais il s'agit de revenir au paradigme des origines. Et je suis sûre que Madame Olympia Beko peut apprécier analyse sur les origines, les termes oikos et oikos nomos qui donne économie, écologie qui vient de oikos logos, et vraiment ces mots grecs, vraiment nous font comprendre le fonctionnement de la terre qui est notre maison. Donc je tiens à remercier le révérend Bhagwan pour cette présentation. Et maintenant, je voudrais passer la parole à membre du Parlement Marie Toussaint, qui est activiste, ancienne présidente, coordinatrice d'Europe Écologie, et Marie Toussaint a été élue membre du Parlement européen
en mai 2019. Elle s'occupe du comité affaires juridiques. Elle continue à se battre pour la justice environnementale, pour la reconnaissance donc, des droits du vivant, reconnaissance de l'écocide, justice pour tous. Et donc, elle s'occupe aussi de droits des femmes et droits des plus vulnérables. En 2020, elle a fondé une alliance parlementaire internationale pour la reconnaissance de l'écocide et on va vous suivre avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on est très contente et merci d'être connecté avec nous. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, Michel, et merci à PBI pour l'invitation, mais aussi pour ce bel échange aujourd'hui qui tombe à point nommé puisque le sujet de l'écocide est en train de vraiment monter et qu'on voit une mobilisation de la communauté internationale, une mobilisation croissante aussi de la part des juristes et des ONG. Et je crois que c'est important de le souligner parce que quand même, ces récits et ces requêtes qu'on a entendues aujourd'hui venant de tous les coins de la planète ont été très peu entendues pendant des années, puisqu'on commence à parler de l'écocide en 1970 et que jusqu'à, je dirais, 2018, le sujet de l'écocide n'apparaît plus dans les débats internationaux. On est seulement maintenant en train de l'y remettre et même dans le monde des associations environnementales, ce n'était plus une revendication et ça redevient aujourd'hui à peu près partout autour de la planète. Je crois que c'est essentiel. Il y a des endroits où ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, ça regagne un peu les quatre coins du monde. Et c'est important aussi. Et je veux vous remercier parce que, voilà, quand on parle d'écocide, notamment dans les pays occidentaux, les pays développés, quand on parle d'écocide, ça peut paraître un peu théorique. Alors, on fait effectivement rappel aux origines de ce terme d'écocide, aux origines grecques et latines. On mentionne les cas les plus graves qui ont été commis à travers la planète, mais les pays occidentaux étant les plus protégés de tous, eh bien, le sujet de l'écocide semble encore peu palpable, un peu théorique. Et donc, c'est absolument essentiel qu'on puisse reparler, échanger de tout ce qui se passe autour de la planète, de la manière aussi dont on vit notre relation à la nature. Et c'est vrai que l'Europe a été la terre de la naissance de l'anthropocentrisme. C'est de l'Europe qui est partie il y a déjà plusieurs siècles, cet enjeu, même ce défi, que l'être humain devait absolument dominer la nature, qu'il devait en être maître, sans quoi il n'était pas libre. Et pourtant, l'idée que nous appartenons au vivant, l'idée que nous devons être en harmonie avec le vivant, l'idée que nous devons respecter à la fois sa dignité et ses besoins en développement, son droit à se régénérer, notamment à un rythme naturel, eh bien, c'est quand même présent, y compris en Europe, et il faut aller le rechercher. Mais pour ça, rien de tel que d'entendre aussi des témoignages sur d'autres relations au vivant qui sont nouées partout à travers le monde. Alors, ce qui m'était demandé aujourd'hui, c'était plutôt de vous parler à la fois de la bataille de l'écocide, mais aussi de comment ces batailles politiques, elles se mènent, de comment est-ce qu'elles se jouent. Et donc, pour ça, je veux commencer par rappeler cette question de l'urgence de la lutte contre les crimes environnementaux. Et en réalité, quand on regarde, évidemment, on est en train de détruire notre planète avec le dérèglement climatique, d'ailleurs, à une vitesse accélérée, qui n'a rien à voir avec tous les changements climatiques qui ont pourtant été extrêmes depuis l'histoire de la planète Terre, qui va extrêmement vite, qui bouleverse tout, qui est, on le sait, d'origine humaine, ainsi que la sixième extinction des espèces et le dépassement de toutes les limites planétaires. Mais au-delà de ces défis qui sont absolument fondamentaux, que nous n'arrivons pas à saisir, nous n'arrivons pas à transformer nos sociétés pour y faire face, au-delà de cela, il y a déjà un crime environnemental que l'on connaît bien parce qu'on sait le définir, notamment le trafic de déchets dangereux, le trafic d'espèces en voie de disparition et d'autres types de trafics qui sont aujourd'hui déjà considérés comme étant de la criminalité environnementale et qui sont en pleine explosion alors que justement on les a définis et alors qu'on est censé avoir mis les moyens au service de la lutte contre ces formes de criminalité. La criminalité environnementale, c'est un secteur, donc je l'ai dit, en pleine expansion, dont la croissance va plus vite que la croissance du PIB partout autour de la planète. Et il est devenu le 4e, voire même le 3e secteur criminel le plus lucratif au monde, au même temps que le trafic de drogue.
Et pourtant, le trafic de drogue, on en parle tous les jours. Le trafic la criminalité environnementale, quasiment jamais. C'est tout juste en train de changer. Pour vous donner quelques chiffres quand même, c'est en pleine croissance. Et en 2018, on estimait que ça pouvait atteindre jusqu'à 280 milliards de dollars par an. Vous vous rendez compte des sommes incroyables qui sont faites sur le dos de la destruction du vivant. Et donc ça, c'est sans même compter tout ce qui est de l'ordre des crimes non reconnus parce qu'ils ont été autorisés de manière administrative. Pour ça, nous, on a un exemple sur le territoire français au sens large, c'est l'exemple du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été très vite reconnu comme cancérogène par l'OMS et qui a pourtant été répandu en Guadeloupe et en Martinique, dans les bananeraies notamment, pendant des années, pendant près de 10 ans, avec une autorisation des autorités françaises et qui causera une pollution des sols et de l'eau pendant plus de 700 ans, avec des impacts sur la santé des populations qui sont tout à fait dommageables et absolument insupportables. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a aucune condamnation pénale, ni pour les producteurs de pesticides, ni pour ceux qui ont épandu ce pesticide, ni pour la France, l'administration française qui a autorisé ce pesticide extrêmement toxique. Donc, cette criminalité-là, elle n'est pas prise en compte par la criminalité environnementale aujourd'hui. Et derrière, évidemment, l'enjeu, c'est de reconnaître les écocides, ces crimes les plus graves contre la planète dont on parle aujourd'hui. Le combat, il se mène partout parce que de cette philosophie anthropocentrique qui met la course à la croissance infinie dans un monde fini, par-dessus tout le reste des valeurs finalement, et puis cette façon de techniciste de voir les choses et de dire mais on ne peut pas tellement encadrer les activités humaines si on n'est pas absolument certain qu'elles sont dangereuses, et si on est absolument certain qu'elles sont dangereuses, alors on aura pris des décisions pour interdire ces activités, et donc seulement le crime environnemental sort de ce cercle-là. Donc notre combat politique pour casser cette vision-là, il est immense. Et alors, on est encore peu, bien trop peu, mais je vous le disais au début, on est de plus en plus nombreux, mais il faut savoir que c'est vraiment très compliqué et qu'évidemment la manière dont on parviendra en Occident, et puis de plus en plus évidemment en Chine, mais à condamner ces atteintes-là à l'environnement, aura des impacts par-delà nos frontières, parce qu'il y a quand même des moyens de faire une jurisprudence universelle avant même que ce soit reconnu au sein de la Cour pénale internationale. Il y a différentes techniques, différentes méthodes. Dans chaque pays, il y a des lois un peu différentes, mais c'est quand même possible. Et c'est notamment possible de dire que des entreprises, je parle des entreprises françaises, mais des entreprises comme Total, dont on sait qu'elles portent atteinte et au climat et aux droits des populations en dehors de nos frontières, faire en sorte que des entreprises comme Tereos, qui est un sucrier qui a détruit plusieurs des territoires d'outre-mer en France, mais qui détruit aussi l'Amazonie et qui déforeste en Amazonie à des fins de production sucrière. Et on a d'autres exemples, des entreprises comme Yara qui font des engrais chimiques dont on sait qu'ils sont répandus partout. Bon, ces entreprises-là, qui sont sur le territoire de la France, agissent à l'extérieur et donc demain pourraient aussi être condamnées. Donc c'est absolument indispensable, mais c'est indispensable aussi qu'on travaille partout autour de la planète ensemble pour faire émerger des législations qui sont les plus similaires possibles, de sorte à ce qu'elles soient les plus compatibles possibles, que derrière, très concrètement, on puisse avoir des coopérations entre les polices de l'environnement ainsi qu'entre les institutions judiciaires. Donc ça, c'est pas de la tarte, comme on dit, c'est beaucoup de travail, mais il faut absolument que ce soit proche. Puis la deuxième raison pour laquelle il faut que ce soit proche, c'est que plus on aura d'États qui reconnaîtront, qui condamneront les crimes contre l'environnement et les écocides dans leur législation nationale ou européenne, j'y viens après, plus on pourra faire émerger soit des traités, comme par exemple le fait d'amender le statut de la Cour pénale internationale, soit ce qu'on appelle en droit international une coutume internationale qui ferait que comme on aurait ces crimes reconnus et condamnés dans un très grand nombre de pays, alors ces crimes contre l'environnement, quelque part, prendraient force de droit, leur condamnation prendrait force de droit au niveau international. Donc c'est notamment la raison pour laquelle, en octobre dernier, il y a un peu plus d'1 an, j'ai effectivement lancé cette alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide, qui travaille main dans la main avec l'écocide, avec ses experts, et on l'espère avec un nombre grandissant d'ONG à travers le monde, pour qu'on puisse travailler, se soutenir les uns les autres dans nos efforts, mais aussi travailler de la manière la plus coordonnée possible pour qu'enfin ces crimes soient condamnés au niveau international, au niveau planétaire, au niveau universel. Donc il y a plein d'endroits où on fait des progrès.
En France, le président de la République a mentionné l'écocide en parlant de Jair Bolsonaro et de l'Amazonie, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il ne s'est rien passé derrière. Et donc, on s'est mobilisé beaucoup. Il y a eu une proposition qui a été faite par la Convention citoyenne pour le climat de condamner l'écocide. On y a retravaillé avec le gouvernement. On n'y est pas arrivé, mais les parlementaires se sont dit que c'était un sujet urgent, un sujet important, qu'ils ne faisaient pas confiance au gouvernement, au président de la République. Et donc, le Parlement français a demandé des comptes au gouvernement et leur a dit en juin dernier que dans un an, donc en juin prochain, le gouvernement devait rendre des comptes sur les actions qui auront été entreprises par le gouvernement français pour faire condamner l'écocide au niveau international. En Belgique, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits aussi, portés notamment par Samuel Kogolati, avec un texte qui a été adopté tout juste la semaine dernière, qui demande la condamnation de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, peut-être dans un traité parallèle, mais aussi sur le territoire belge. Et donc, il y a un travail qu'on a besoin de faire. Et puis, dans cette alliance écocide, on a aussi un parlementaire brésilien, Rodrigo Agostinho, peut-être qu'ils seront plusieurs dans les années à venir. On a des parlementaires britanniques qui ont déjà déposé aussi des motions pour la reconnaissance de l'écocide. Le Bangladesh, évidemment, où le Parlement a demandé sa reconnaissance. Et puis, on a des parlementaires mexicains, philippins qui sont là. Bref, on essaye d'être large, de couvrir l'ensemble de la planète parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un combat que nous devons construire ensemble. Au niveau français, je ne vous cache pas que c'est compliqué de mobiliser sur cette question-là et notamment de faire attention aussi que des personnes qui votent pour des politiques qui ont pour conséquence un écocide ne viennent pas aussi faire semblant d'être pour la reconnaissance de l'écocide. Alors tout ça, c'est parfois un peu compliqué, ce sont des jeux politiques, mais on essaye de faire le tri et de travailler avec les plus sincères possibles. Au Parlement européen, maintenant, on a une opportunité unique aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours, la Commission européenne a formulé une proposition de révision des textes réglementant la condamnation pénale des atteintes à l'environnement au sein de l'Union européenne. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que la question environnementale a été un vrai élément clé pour l'Union européenne dans son approfondissement, dans les compétences qu'on met en commun. Eh bien, la question environnementale est tout de suite arrivée comme étant l'un des éléments qui montrait qu'on devait absolument travailler ensemble. Et la question pénale a été absolument centrale. D'ailleurs, en 2005, c'est à travers la volonté de mettre en place des sanctions pénales sur l'atteinte à l'environnement que l'Union européenne bouge et octroie à l'Union européenne une compétence pénale. Et donc dit que oui, au niveau de l'Union européenne, et pas seulement des États membres, on peut décider de sanctions pénales et qu'évidemment, la question environnementale, parce qu'elle est par nature transfrontière, eh bien, elle peut et elle doit même entraîner des sanctions pénales qui sont partagées au sein de l'Union européenne avec des travaux communs aussi, une coopération entre les services de police et les services de justice dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut imaginer qu'avec la révision du premier texte qui date de 2008, eh bien, on arrive à pouvoir mobiliser pour faire condamner les crimes autonomes contre l'environnement et l'écocide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a demandé le Parlement européen à plusieurs reprises. Quand je suis arrivée en mai 2019, il n'y avait pas grand monde qui connaissait ce terme et il était utilisé à l'époque, comme il l'est encore parfois par certains aujourd'hui, un peu n'importe comment. On parlait d'écocide pour parler d'un peu tout. Voilà. Bon, maintenant, on a plusieurs demandes officielles du Parlement européen de la reconnaissance de l'écocide au niveau international, dans le cadre de la défense de la démocratie et des droits humains, de la biodiversité, du réchauffement climatique ou encore de la responsabilité des entreprises, mais aussi dans le droit de l'Union. Et donc, c'est ce à quoi on va travailler dans cette directive, même si la Commission européenne a été très loin, le plus loin qu'elle pouvait, je crois, dans le cadre, dans la même philosophie qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas de crime autonome, pas d'écocide. Elle a été le plus loin possible. Des sanctions, de l'argent sûrement, voilà, donc ça a été loin. Mais elle n'a pas changé de philosophie. Elle n'a pas fait le pas de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature. Elle n'a pas fait le pas de la condamnation des atteintes aux vivants en tant que telles. Mais au Parlement européen, on est là aussi de plus en plus nombreux, avec des groupes politiques différents. Et on a d'ailleurs envoyé une lettre avec 30 autres parlementaires de tous les groupes politiques, sauf l'extrême droite, et une 50aine d'ONG européennes, pour dire que nous, on voulait aller plus loin et qu'on est déterminé, qu'on va le faire, et qu'au début de l'année prochaine, on déposera ces amendements pour aller vers la reconnaissance de l'écocide. On a de la chance, parce qu'avec le travail de la Fondation Stop Écocide International, des experts du panel qu'elle a mobilisé, on a des propositions qui sont des propositions solides de formulation de cette reconnaissance de l'écocide. Maintenant, on sait qu'on peut,
on ne peut plus nous répondre qu'on ne sait pas faire, voilà, qu'on ne sait pas condamner les atteintes à la nature. Si on sait le faire, le panel l'a prouvé. On a aussi de nombreuses pétitions par cet écocide que j'ai aussi lancé sur mon site axé sur l'Union européenne qui montrent qu'il y a une vraie attente de la part de la société civile pour reconnaître et condamner ces écocides. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est vraiment qu'on travaille ces amendements, qu'on les présente, qu'on montre qu'il y a une vraie mobilisation parlementaire, des experts, de la société civile, mais aussi de la police et de la justice pour aller dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas eu de vrai nom. Ce n'est pas dans le texte, mais en même temps proposé par la Commission, mais en même temps, on n'a pas eu de nom ferme et farouche. Donc, on va continuer à se battre inlassablement. Et je ne sais pas si on ira jusqu'à la reconnaissance de l'écocide, mais j'ai quand même de bonnes raisons de penser que c'est possible et que peut-être que dans 3 ou 4 mois, le Parlement européen aura formulé une proposition très concrète de transformation du droit européen qui devrait alors être déclinée dans l'ensemble des États membres. Et on aura les États membres de l'Union européenne, on aura 33% des membres de la Cour pénale internationale et donc peut-être que ça permettra de faire vraiment avancer les choses et je l'espère de manière définitive dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Thank you so much for those words. Some very important issues. Merci beaucoup, Madame Toussaint, pour vos propos, les sujets donc que vous avez soulevés. Vous avez exprimé la manière de laquelle l'écocide doit être ramené à l'intérieur du débat international. Ça doit être un retour pour certaines communautés, car pour d'autres, cela a été donc un souci absolument constant. Dans ce sens, et selon cette perspective, Madame Toussaint a souligné donc l'importance d'avoir un contexte juridique qui soit en mesure d'aborder ces soucis et surtout donc en plus du contexte juridique, nous devons également donc projeter et concevoir un cadre juridique qui puisse affronter ces crimes et donc demander une responsabilisation de la part des entreprises, des multinationales, etc. Madame Toussaint a également souligné l'aspect d'avoir l'importance d'avoir un soutien politique. Elle a reconnu l'importance de la reconnaissance des crimes au niveau national et a souligné le rôle des parlementaires pour la reconnaissance du crime d'écocide, l'importance du travail fait et mené sur la responsabilité, la responsabilisation, donc le travail de la part des parlementaires. Voilà donc ce qu'elle nous a en nous parlant d'un certain nombre d'exemples français, en nous parlant également du Brésil et du Mexique. L'un de ces messages principaux est justement celui de faire attention aux frontières, donc considérer les frontières pour que l'on puisse travailler avec davantage d'organismes politiques, même au niveau local. Elle a également souligné l'importance du fait que au niveau de l'Union européenne, il est important d'avoir une connaissance bien approfondie de la question et il est important de travailler de manière conjointe en impliquant divers groupes politiques. Elle a prononcé des propos encourageants et nous sommes en train de devenir de plus en plus nombreux du point de vue donc du soutien d'autres actions orientées sur la reconnaissance de la responsabilisation pour l'écocide. Alors merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et merci donc de tout le travail que vous faites à cet égard. C'est un grand honneur pour moi maintenant donc d'adresser la bienvenue à Madame Catherine Jadin, membre du Parlement belge depuis 2007, depuis le mois de juin 2007. Elle s'occupe donc de responsabilités juridiques. Elle a commencé à travailler également comme consultante pour la Belgian Building Agency auprès de la chancellerie, du Premier ministre et du vice-ministre des Finances. Elle a joué également d'autres rôles politiques, présidence d'un comité financier, comité des droits commerciaux et comité d'enquête spéciale pour ce qui est surtout de certains dossiers particuliers dans un secteur qui impliquait le tourisme et des activités
économique. Elle a contribué à la résolution du Parlement belge qui demande l'inclusion de l'écocide dans la réglementation pénale internationale. Donc un travail de proximité qu'elle a pu mener à bien. Merci Madame Jadin. Merci de cette invitation et merci de m'avoir inclus dans ce débat. Je suis vraiment très honorée de participer à ce panel. Comme ma collègue Marie Toussaint a déjà pu le dire, nous venons en Belgique d'adopter la résolution qui demande donc l'inclusion du crime d'écocide au niveau de droit international. Donc une résolution, c'est très important, non pas au niveau uniquement de suivi du comité, mais aussi par rapport aux affaires étrangères desquelles je m'occupe. Nous sommes en train donc d'affronter une résolution qui est plutôt innovante dans ce contexte, comme beaucoup d'autres intervenants l'ont déjà dit. Donc, nous voyons qu'il s'agit vraiment d'un besoin qui est en train de se faire jour, et pour moi et pour mes collègues des groupes, par exemple, du Parti libéral de Belgique. Nous ne tenons pas l'exécutif dans un projet qui existe déjà, mais nous pensons à la ratification d'une convention internationale qui soit le fruit donc des efforts des différentes parties impliquées. Nous savons que tout ceci est une nécessité absolue, non seulement pour nous, mais aussi pour le progrès que nous voulons atteindre. C'est un concept que nous voulons encourager, un concept qui est en train de se construire, à savoir donc le concept d'écocide. Un concept donc qui est itinéraire quelque part, qui concerne donc la définition des acteurs par le travail qui a été mené par nos diplomates, mais aussi les diplomates d'autres pays, et qui fait également l'objet donc d'une réforme du code pénal, du code criminel. Nous voulons donc séparer ces deux approches, car nous croyons que le comité de justice ainsi que ses membres doivent pouvoir faire leur travail, donc chacun de son côté, et qu'en même temps l'autre comité doit pouvoir faire pareil. Donc même au niveau de courants intellectuels, ces courants doivent pouvoir émerger pendant l'adoption de ce texte qui doit être contraignant au niveau juridique. Alors ce texte juridiquement contraignant a une importance clé, mais doit nous permettre de garder la porte ouverte, car nous savons qu'il y a également une très longue procédure qui dure depuis des décennies et qui doit nous mener à l'élaboration d'une convention internationale grâce à laquelle le chemin pourrait être un petit peu plus rapide. Alors l'objectif est le suivant. Nous devons encourager un comportement positif vis-à-vis de la protection de l'environnement, de notre planète, de notre écosystème. Et j'écoutais et je me suis distraite un petit moment. Alors nous voulons encourager, disais-je, donc le fait d'ouvrir les yeux, que tout le monde ouvre les yeux pour mieux conserver notre planète. Mais cette approche-là n'est pas toujours suffisante. Il faut être clair. Il ne suffit pas de considérer tout ceci en sachant également le dégât irréversible qui est causé à l'environnement, et ainsi que la co-responsabilité que nous partageons tous, donc à partir des montagnes de mon pays jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, de la flore à la faune, à la conservation. Les comportements doivent être donc sanctionnés et des actes de réparation doivent exister, être prévus pour prévenir des destructions irréparables. Donc ce combat international doit être mené à bien pour garantir le fait que ceci rentre dans le droit international, dans la sphère du droit international, pour mettre en œuvre donc une véritable protection du bien commun. Ceux qui attaquent le bien commun, qui le détruisent, doivent pouvoir être amenés devant les cours pénales internationales. Alors, quelles sont les limites de la souveraineté de l'État et comment est-ce que ces pays qui ont des territoires
qui vont au bénéfice de toute la planète, comment peuvent-ils être défendus? Aujourd'hui, cela n'a pas encore été mis au point au niveau national et au niveau global. Voilà pourquoi donc notre débat ne s'est certainement pas achevé comme nous l'avons également entendu dire ici. Et donc, cela va être un grand plaisir pour que de continuer à écouter vos débats et je voudrais également écouter éventuellement d'autres suggestions, d'autres indications, étant donné que notre travail est loin d'être conclu. Nous devons par contre le continuer même après avoir fait adopter la résolution. Car, comme le disait donc justement ma collègue tout à l'heure, même si les parlements nationaux prennent la responsabilité donc de leur position, c'est un petit peu pyramide qui doit se former. Comme si donc il y avait une série de pays petit à petit qui sont tous convaincus de cette nécessité. Merci. Merci. Alors, merci d'avoir donc indiqué les orientations et les solutions potentielles. Nous devons penser également donc à d'autres solutions car vous estimez que ça peut être quelque chose pouvant compléter les législations pour savoir donc comment cela peut être intégré par les réformes spécifiques du code pénal que vous avez souhaité. Je vous remercie, entre autres, pour le fait d'avoir donc examiné les difficultés qu'il y a pu y avoir pour arriver à ces résultats. Certainement, dans la phase questions-réponses, nous voudrions en savoir plus sur tout cela. Donc, avant d'en arriver aux questions-réponses, nous avons une dernière vidéo à vous montrer, après quoi nous allons enfin ouvrir le débat et la partie finale de notre réunion. Merci. Why is it important for you to criminalize actions against ecosystems Pourquoi il est important pour vous que les actions contre les écosystèmes, la nature et l'environnement naturel soient criminalisés? Nous devons faire en sorte que ces êtres humains qui ont le pouvoir dans leurs mains puissent recevoir notre message et nous donner une réponse positive à nous, peuple autochtone, et non seulement à nous, mais à tous les êtres humains qui habitent la Terre, pour qu'il puisse y avoir donc une réponse concrète et positive pour contrer les crimes et les violations que le capitalisme cause aux peuples autochtones, non seulement dans nos territoires, mais sur toute la planète. Car de cette manière, nous allons devoir répondre du comportement agressif et destructeur vis-à-vis du Mar Menor. Donc la criminalisation va accélérer le passage du dégât au respect, en partie à cause de la peur de la sanction. C'est vraiment un crime parce qu'il y a plusieurs de nos communautés qui dépendent de la nature. C'est une sorte de violation des droits humains, des violations des droits à la vie, parce que vous coupez, vous détruisez les liens des subsistances, les liens économiques, culturels avec cette nature. Donc, pour nous, la destruction de la nature, c'est un crime contre tout cela qui dépend, nous qui dépendons de la nature. C'est pour ça qu'il faut criminaliser cela pour qu'il y ait des réparations à nous qui avons perdu ces moyens de subsistance par la perte de la nature. On ne peut pas séparer la nature de toute la stabilité du climat. Et pourtant, la stabilité du climat, c'est aussi la stabilité de l'humanité. Donc, oublier les crimes contre la nature, ce serait vraiment aussi oublier ceux-là qui sont victimes par la perte de cette nature. Donc, reconnaître, ce serait une justice également pour ceux-là qui dépendent de la nature. How could the recognition of ecocide help protect the
Comment est-ce que la reconnaissance de l'écocide peut protéger l'environnement? Il faut faire en sorte qu'il y ait une action et que cette action qui devra être concrète va devoir produire des résultats concrets, non seulement pour les autochtones, mais pour toutes les vies humaines de notre planète. La Terre a besoin de soins, la Terre a besoin d'être protégée. C'est une question qui maintenant fait partie du cadre international, du contexte international, du cadre de l'Union européenne, à laquelle appartient mon pays, obligera nos lois à s'adapter à ce nouveau crime. L'écocide constitue un moyen pour décourager et sanctionner, limiter la destruction de la nature et du coup, cela permet de rester stable sur nos territoires et aussi protéger d'une manière durable la nature et nos droits. Donc, c'est une bonne justice de reconnaître nos connaissances, nos droits, pour reconnaître réellement la possibilité de réparation de ceux-là qui ont subi des préjudices par rapport à la perte de la nature. C'est très important pour reconnaître ça comme c'est une forme de crime aussi. If you could give a message to the international community, what would you like to tell them? Seres humanos que habitamos nesse planeta Terra. Nous sommes tous des êtres humains. Nous habitons tous sur la planète Terre et sur cet écosystème. Nous, peuple indigène, nous devons prendre soin de la mère Terre. Car il faut protéger donc la vie de la Terre. C'est important non seulement pour les peuples indigènes, mais aussi pour la survie des êtres humains. C'est pour cela que nous devons unir nos forces avec notre ancestralité indigène, prendre soin donc de la planète Terre et de notre Amazonie brésilienne. Je pourrais dire on se trouve dans l'ère de l'Anthropocène et nous avons une obligation vis-à-vis de tous les éléments de la nature et également donc une obligation envers les générations futures. Cela fut le siècle dernier du génocide contre les êtres humains, le XXIe siècle, le siècle des écocides et des droits de la nature. Par le fait que la défense de la nature n'est pas bénéfique seulement au peuple autochtone. Nous savons bien sûr que la nature, nous ne pourrons pas la récupérer. On ne peut jamais remplacer la nature par d'autres moyens. Si on reconstitue encore la nature avec la restauration, ce n'est pas comme la nature naturelle, s'il faut le dire, les forêts tropicales. On ne peut pas les restaurer. Donc, nous avons besoin d'un soutien technique, d'un soutien aussi stratégique égal pour que nos efforts de la nature soient soutenus. Merci. Nous pouvons maintenant passer au débat et je voudrais demander à participants à cette réunion de poser une question. Je vous prie évidemment aussi d'être synthétique. Donc, la première question est pour Paolo. Paolo, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire quelque chose et nous donner un feedback sur la campagne chez vous et comment procéder à la définition de l'écocide pour protéger l'environnement.
Le Brésil connaît une pratique et donc le fait d'essayer de légaliser, donc nous avons actuellement chez nous une occupation de terre une occupation illégale des terres. Cela donne une méfiance vis-à-vis du système juridique et cela favorise donc la continuation d'un certain nombre de crimes contre l'environnement. Et il y a également toujours aussi ces actions contre l'environnement. Donc c'est pour cela qu'un groupe d'ONG et d'associations diverses se sont réunis pour donner lieu à une campagne qui demande donc au pouvoir public, y compris le pouvoir judiciaire et le Parlement, et également donc le tribunal suprême d'adopter des actions contre ces crimes. Il est important également donc de protéger ces terres pour qu'elles ne soient pas aussi vulnérables vis-à-vis de ces occupations illégales. Une législation plus importante contre les crimes de type environnemental favoriserait une situation où le pouvoir public du Brésil doit être nécessairement plus attentif par rapport à des situations illégales qui peuvent se produire au détriment des territoires et des populations. Il y a une question que nous avons pour Madame Bécou et je voudrais vous demander ce que vous pensez du fait d'utiliser les crimes contre l'humanité pour pouvoir criminaliser l'écocide. Nous savons certainement que c'est une voie pour l'amendement du statut de Rome et cette voie, ce chemin est très long, mais peut-être que le crime existant de crime contre l'humanité pourrait également inclure l'écocide. Ceci de par les destructions qui sont déjà faites et de par les destructions opérées au détriment des communautés indigènes. Donc, c'est une question que vous me posez, Michel. Oui. Très bien, merci. Alors, c'est une question fort intéressante et sans aucun doute, on pourra utiliser le cadre de référence actuel, c'est-à-dire selon vos indications. Il y a deux rapports à prendre en compte. Celui de 2013, c'est l'examen liminaire et la Cour pénale internationale dit à cet égard qu'il est possible de poursuivre les dommages écologiques lorsqu'on évalue l'impact de ces crimes, de ces délits selon le statut de Rome. Et nous avons aussi un autre document politique remontant à 2016 où il est dit qu'une attention particulière est portée à ces crimes, à ces délits qui se font pour donner lieu à la destruction de l'environnement ou à l'exploitation illégale des ressources naturelles de l'environnement. Donc, en quelques mots, les éléments pour préfigurer le crime existent. Donc, l'approche existe pour mener des enquêtes actualisées. Ces aspects existent déjà dans ces rapports que je viens de mentionner, mais il ne faut pas se borner à cela. Pour pouvoir arriver à la reconnaissance des crimes, il y a sans doute une preuve qui montre que ces éléments peuvent être pris en compte, mais bien sûr, je ne peux pas parler au nom du procureur et je ne peux pas parler pour le procureur sur comment ces enquêtes sont menées. Mais sans aucun doute, il s'agit d'un secteur pour voir si les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre peuvent être portés sur
pied d'égalité. Maintenant, nous avons une question pour Marie Toussaint. Eh bien, ma question étant la suivante. Eh bien, je voudrais vous poser la question suivante. And illegal unregulated fishing are part of ecocide. La pêche non réglementée peut être considérée comme relevant de l'écocide. Et qu'est-ce que le Parlement européen fait pour aborder cette question? Donc, Marie Toussaint, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que la pêche non réglementée peut être considérée comme un écocide? Moving, but if illegal unregulated fishing can be part of ecocide. Do we have Marie Toussaint? Marie, êtes-vous connectée avec nous? Alors, si elle n'est pas connectée, alors on pourrait passer à la question suivante. Madame Jardin will move forward with you. Then the question for you is whether you could talk. Donc, on va passer à Madame Jardin, c'est-à-dire si vous pouvez parler un petit peu plus dans le détail de certaines innovations qui ont eu lieu dans le contexte belge en matière d'écocide et quelles sont les choses qui pourraient être répétées dans d'autres législations similaires pouvant exister dans le reste du monde. Merci de m'avoir posé cette question fort importante. Et je vais vous dire comment j'ai développé la résolution. Comme je l'ai déjà dit, nous ne l'avons pas développée dans le cadre du comité de justice, mais dans le cadre des affaires couvertes par cette commission et par cette activité. Eh bien, nous avons dit. Alors, tout d'abord, nous avons vu ce qui se passait dans d'autres pays ou au niveau des autres institutions internationales, ce que dit et ce que fait le Parlement européen et pourquoi et comment on n'a pas pu donner une définition, arriver à une définition commune. Mais comment on a pu mettre ensemble tous ces éléments en les transformant en résolution, en une résolution. Et cela pour donner à nous-mêmes ou à nos gouvernements les outils nécessaires, les instruments nécessaires pour protéger aussi pour le compte de notre pays le concept d'écocide au niveau des institutions internationales. Donc c'était l'idée du premier texte et la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette résolution. Après cela, nous avons un petit peu vu ce qui se passe dans d'autres pays, pas seulement dans notre pays, mais aussi au niveau de l'Union européenne tout entière et sur la base de ces auditions. Eh bien, nous avons redéfini notre résolution qui a ensuite été adoptée il y a 2 semaines, tout juste 2 semaines. Donc, c'est vraiment tout à fait récent. Maintenant, nous comment on peut poursuivre ce travail, comment donner un suivi à ce travail, car notre gouvernement doit donner un suivi et aussi les institutions internationales, les autres organes dans lesquels nous sommes des représentants en tant que pays. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait, vous avez répondu. Merci, c'est clair. Et félicitations de cette avancée importante. C'est un travail en équipe. Je ne suis pas la seule. Alors, félicitations à tous et toutes celles qui ont travaillé à ce but. Alors, pour conclure cet événement, et je tiens à remercier vraiment tous les intervenants, les interprètes, tous ceux et celles qui ont travaillé derrière les coulisses aujourd'hui, qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Mais nous aurons donc une conclusion qui sera tirée par un collègue brésilien. Donc, j'ai vraiment l'honneur de faire partir la vidéo contenant les commentaires de conclusion. Merci. Et après, donc, on fait passer la vidéo et après, ce sera à la fin, la conclusion en connexion de cet événement. Bonjour, je m'appelle Sonia Guajajara, je suis indigène et au Brésil, je fais partie de l'articulation des peuples indigènes du Brésil. Je
suis aussi membre ou cofondatrice d'ANMIGA, Association des femmes autochtones guerrières de l'ancestralité. Je viens de l'État du Maranhão. Notre territoire compte 400 hectares et plus que la moitié a été presque tous déforestés à cause de la coupe illégale des arbres pour exploiter le bois. Il y a les garimperos, les chercheurs d'or illégaux qui continuent de détruire nos territoires. En 2015, sur le territoire, il y a eu une incendie intentionnelle et 52% du territoire en ligne droite, presque 100 km, a été presque tout brûlé. Des arbres, des animaux, des aliments, des maisons ont été brûlées. Et aujourd'hui encore, nous avons les conséquences de cet incendie très, très vaste. L'action illégale de des arbres pour le commerce des bois a lieu dans tous les territoires autochtones de Maranhão et dans toute l'Amazonie brésilienne. En tant qu'APIB, nous dénonçons au gouvernement brésilien pour qu'il puisse mettre fin à cette déforestation illégale dans le pays tout entier. Malheureusement, hélas, la déforestation s'augmente et les résultats que nous avons obtenus ne sont pas du tout satisfaisants. Récemment, il y a eu la COP26 et les données produites montrent qu'il y a eu une augmentation de la déforestation. Les données existaient déjà avant ce sommet de la COP26, mais n'ont pas été présentées à la COP26 pour éviter d'exercer la pression sur le gouvernement brésilien. Mais il s'agit de données importantes. Il est important de dénoncer pour faire en sorte que ces actions de destruction environnementale puissent être considérées comme des délits, comme des crimes. Nous demandons à ce que l'écocide soit considéré comme un crime contre l'humanité, car les délits contre l'environnement, ce sont des crimes contre l'humanité et les responsables doivent être punis, les auteurs doivent être punis, car de la sorte, on pourra vraiment réduire la déforestation et la perte de biodiversité. Il est important que la communauté internationale puisse exercer la pression sur le gouvernement brésilien, mais aussi qu'elle puisse conscientiser, sensibiliser les différents pays et les entreprises pour que tout le monde puisse agir de manière plus responsable. Pour qu'il y ait plus de respect pour les droits de l'homme, pour qu'il y ait plus de respect pour l'environnement. En essayant de garder bien présent à l'esprit quelle est l'origine de certains produits, il faudrait donc faire un travail de sensibilisation des entreprises, mais aussi des parlementaires, des gouvernements. Il faut savoir d'où proviennent les produits qu'on consomme et pour qu'on puisse adopter des normes et des sanctions contre les entreprises pour réduire de la sorte la demande de ces produits, de ces productions. Pour nous, il est de toute première importance que l'écocide soit considéré comme un crime pour justement réduire ces actions illégales. C'est ça mon message au nom de API d'ANMIGA sur l'importance du rôle des peuples et des territoires autochtones indigènes en tant que facteur pouvant réduire le changement climatique, en tant que facteur méritant du respect. Le style de vie des peuples indigènes, leurs droits, la démarcation des territoires, la protection de ces territoires sans démarcation, sans respect de notre mode de vie, de notre style de vie, il ne pourra jamais y être de solution à la crise climatique. Et c'est ça le message qu'on voudrait faire passer, un message qui arrive du Brésil, des peuples autochtones brésiliens au monde tout entier. Ce sont nous, les peuples autochtones, qui pouvons garantir aujourd'hui freiner la croissance des activités d'extraction minière, de l'extraction de l'or de manière illicite, la déforestation. Il faut que toutes les violations soient donc contrées et punies et que la vie et les connaissances des peuples indigènes soient considérées comme l'un des facteurs majeurs pour contrer le changement climatique. Je vous embrasse tous et toutes. Reforester l'esprit de l'humanité pour soigner notre mère Terre.
Thank you to Sonia Wakahara. Thank you to everyone joining us. Merci à Sonia Wakahara. Et je me dois de dire que nous avons passé la parole aux différentes régions du monde. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour avoir travaillé, pour continuer à travailler sur ces aspects fort importants, les conséquences légales, les implications pour les peuples autochtones, pour avoir fait arriver leurs inquiétudes, leurs soucis à toutes les communautés. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie au nom de Pas de paix sans justice. Je remercie tous les corps organisateurs qui ont participé aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et une année 2022 extraordinaire à vous tous et toutes. Au revoir tout le monde. Obrigada. Ciao, Paula. Obrigada. Au revoir tout le monde.